Eh ben, on va débuter. Vous avez peut-être participé au débat de ce matin, en tout cas, vous les avez peut-être entendus, débat animé par notre ami Frédéric Brindel, sur le thème de l'arbitrage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'arbitrage est essentiel parce que je suis né en 1975 et en 1976, il y a un film à mort l'arbitre, vous vous souvenez, avec Patrick Devers qui est sorti. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, l'arbitre est malheureusement devenu célèbre pour ses bonnes ou ses mauvaises décisions. Cet après-midi, on va réfléchir tous ensemble à ces questions qu'on se pose sur comment cela se passe précisément pour ce qu'on doit mettre en place en termes d'action éducative, de prévention et les choses à mettre en place et aussi à intensifier. Nos intervenants pour cette table ronde, nous avons Christine Labrousse, que j'ai aperçue d'ailleurs, qui est là, qui est au ministère des Sports. Je vous présenterai un peu plus longuement tout à l'heure Christine. Merci en tout cas. Autre intervenant durant cette table ronde, André Leclerc, vous le voyez, qui est connecté avec nous depuis le Nord-Pas-de-Calais. On en parlera aussi et vous verrez que André va nous expliquer quelle est sa vision et notamment sa vision sur ce qu'on doit absolument changer, ce qui a déjà été changé dans le passé. Autre intervenant connecté à notre table ronde, Joël Quignou. Si vous aimez le foot, forcément, vous vous souvenez de l'arbitrage de Joël. Et là aussi, on a bien échangé, lui et moi, sur le football, parce que c'est vrai que quand on parle arbitrage, eh bien, on est en France et le football est le pays roi. Donc, Joël nous donnera son ressenti. Joël qui a arbitré 3 Coupes du Monde quand même. Autre intervenant aussi, Gérard Tugas, qui est connecté dans le sud de la France. Et là, on parlera du rugby. Vous savez, on dit toujours que le rugby est un sport de brute pratiqué par des gentlemen. Et on verra, d'après ce que nous dira Gérard, que dans le monde du rugby, eh bien, c'est vrai que le respect de l'arbitre est une boussole, en tout cas quelque chose d'essentiel. Et Gérard, pour avoir échangé aussi avec vous par mail, je sais que vous avez plein de choses à nous dire. Enfin, autre intervenant, il en reste 3 et pas des moindres. Nathalie Grand, qui est directrice adjointe de l'UNSS. Nous sommes tous passés à un moment donné par l'UNSS. Vous savez, il s'agit du sport scolaire. Et c'est vrai qu'on parle de l'arbitrage des adultes souvent. On parle des jeunes, mais ça commence un peu plus tôt. Ça commence quand on est à l'école. Et l'UNSS a quelque chose à jouer en ce sens. Et d'ailleurs, il ne le joue pas seul, puisque Véronique Morera est aussi avec nous connectée. Véronique qui est présidente de l'USEP, c'est le sport scolaire. Et on verra que chez les enfants, l'arbitrage est quelque chose d'essentiel quand il est commencé au plus jeune âge. Quand on commence à parler d'arbitrage dès le plus jeune âge, c'est quelque chose d'essentiel et d'important. Et enfin, dernier intervenant, Michel Sampère, qui est l'ancien président du PUC et président du GIFA. Je vais laisser la parole pour commencer à notre grand témoin, Christine Labrousse. Vous êtes sous-directrice au ministère des Sports. Il y a beaucoup de choses à faire au sein du ministère sur le thème de l'arbitrage. Euh, les choses doivent évoluer, ont déjà évolué, mais j'aimerais vous poser une question, Christine. Comment évolue aujourd'hui la situation de l'arbitre en 2021? Quel regard ont les sportifs? Quel regard le ministère aimerait donner de l'arbitre aujourd'hui en 2021? Merci David, bonjour à tous. Je voudrais vous remercier, notamment Jean-Pierre, de m'avoir invité à participer à ce temps d'échange sur ce sujet de l'arbitrage et des violences dans l'arbitrage. Pour ma part, donc, je suis à la direction des sports, je suis sous-directrice en charge de la sécurité des pratiques, des pratiquants, éthique et intégrité et formation au métier du sport et d'animation. Effectivement, c'est dans ma sous-direction, entre autres, hein, que se traitent ces sujets de dérive du sport. Alors, concernant la question qui m'a été posée par David, ben, aujourd'hui, en ce qui concerne le ministère, bien évidemment, il y a une vision, je dirais, ce que devrait être l'arbitre aujourd'hui, ce qu'il devrait porter comme valeur. Et malheureusement, on constate qu'aujourd'hui, un certain nombre de dérives font que les missions de l'arbitre ne peuvent plus être menées en toute sérénité. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous me dites si le chiffre est bon, à peu près 215 000 arbitres au niveau national. Les fonctions de l'arbitre telles qu'on le voit. L'arbitre, c'est d'abord une
un sportif, quelqu'un qui est donc sur le terrain, qui a une pluralité de fonctions. Il a d'abord un rôle sportif en application du code du sport. C'est lui qui est quand même garant des règles de la discipline qu'il sert. Et donc, on dit souvent que s'il n'y avait pas d'arbitre, il n'y aurait pas de sport, parce qu'on ne peut pas pratiquer, il ne peut pas y avoir de pratique sportive sans effectivement un respect des règles. Mais l'arbitre aujourd'hui, c'est bien plus que ça. C'est aussi un médiateur, c'est aussi un pacificateur. Il incarne l'autorité, puisque effectivement, depuis la loi de 2006, il a quand même cette reconnaissance de mission de service public. De fait, il a quand même une mission fondamentale pour que l'esprit sportif et les règles du jeu et du sport restent respectées. Et puis, il a une fonction qui est effectivement assez difficile, qui est une fonction de justice, c'est-à-dire savoir sur le terrain ce qui est tolérable ou ce qui n'est pas tolérable. Et donc, c'est relativement compliqué. Donc, on voit bien que cet acteur fondamental des événements sportifs qu'est l'arbitre, il a toutes ses missions. Et aujourd'hui, force est de constater que ces missions, il a de plus en plus de mal à les tenir, parce que, bien évidemment, le sport fait partie intégrante de la société et que des dérives, notamment liées aux violences, aux incivilités, aux discriminations, des dérives, effectivement, actuellement, malheureusement, depuis quelques années, impactent de plus en plus la pratique sportive. Donc, ce que veut le ministère aujourd'hui, c'est effectivement agir sur 3 terrains. Un terrain réglementaire, donc loi de 2006 qui effectivement donne un vrai statut donc aux arbitres, et notamment reconnaît leur mission de service public. Et puis, je parlerai aussi de la loi de 2016 qui effectivement permet effectivement aux supporters d'avoir des associations de supporters, d'avoir une instance, la création de l'instance nationale de supporterisme et d'avoir aussi des référents supporters. Et je pense que ces 2 lois, sur le plan réglementaire, c'est une volonté aussi du ministère de pouvoir encadrer les choses réglementairement. Toutefois, ça ne suffit pas, le réglementaire ne suffit pas. C'est pour cela que le ministère a développé aussi un plan d'information et de prévention. J'en parlerai aussi tout à l'heure. Et puis, dernier volet de l'action du ministère, une action de formation. Bien évidemment, l'action de formation des arbitres passe par les fédérations, mais nous avons, au niveau du ministère, nous encourageons ces formations arbitrales, notamment par les crédits qui sont délégués par l'Agence nationale du sport. Et puis, nous avons mis en place récemment des formations pour les référents supporters. Malheureusement, alors je disais 74 et j'ai ripé le film avec Patrick Devers, c'est 1984 exactement. Ouais. On a l'impression que dans la société d'aujourd'hui, j'exagère un peu, mais c'était presque une comédie romantique. La violence est omniprésente, au bord des terrains, elle l'est. Là, je suis en Franche-Comté, dans le Doubs précisément, et en Franche-Comté, il y a à peu près une dizaine d'arbitres qui sont frappés ou violentés sur les terrains de football chaque année. Vous voyez ces chiffres augmenter au ministère, cela vous fait peur ? Bien sûr, je pense que entre le film de Jean-Pierre Mocky, Jean-Pierre Mocky n'est pas un spécialiste de la comédie romantique, on peut le dire quand même comme ça. Jean-Pierre Mocky est quelqu'un qui avait un regard extrêmement aiguisé sur la société française, mais il est évident que la société française de 84, elle a beaucoup évolué en 2021 et que les dérives dans le sport, et quand je dis les dérives, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire je parle bien discrimination, incivilité, violence. Et vous savez l'attachement qu'a notre ministre pour lutter contre les violences sexuelles dans le sport, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, les dérives ont fortement augmenté. Les chiffres, on n'en a pas énormément. En fait, nous en avons de façon un peu indirecte. Nous en avons dans le cadre de notre convention avec l'AFCAM. Donc, en termes de chiffres, en fait, on a des approches un peu indirectes. Voilà, nous n'avons pas de suivi statistique précis au niveau du ministère. En revanche, quand je regarde un petit peu les chiffres, on voit très bien qu'il s'agisse de l'UNAF. Donc, l'UNAF signale qu'entre 2000 et 2012, environ 5000 violences envers les arbitres ont été constatées, dont 500 concernent des agressions physiques. Et au cours de la même période, 3000 des 30 000 arbitres en activité ont abandonné leur engagement dans le football. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même un sujet. Et concernant l'AFCAM, avec lequel nous sommes en relation, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, il y a une augmentation de ces incivilités, mais avec 3 facteurs nouveaux
dont je voudrais parler très rapidement. Premièrement, le fait qu'aujourd'hui, ces agressions ne sont plus uniquement immédiates sur le terrain, mais parfois décalées dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, un certain nombre d'arbitres sont harcelés et sont accusés de ne pas avoir bien jugé plusieurs mois, voire plusieurs années après un match et après un problème. Donc il y a quand même ça c'est quelque chose d'assez nouveau. Ce qui est nouveau aussi, c'est le rôle des réseaux sociaux. Un certain nombre d'arbitres, effectivement, font remonter le fait qu'ils ont des agressions verbales, ils ont des propos injurieux sur les réseaux sociaux. C'est une autre forme de violence qui sort du terrain et qui va parfois sur le terrain familial, personnel. Donc, ça dépasse très largement le professionnel. Et ce que nous fait remonter l'AFCAM aussi, c'est que, et ça, c'est très inquiétant pour nous, il y a une peur qui se développe dans le milieu arbitral. Les arbitres, parfois, ont peur, soit de poursuivre, soit même d'en parler. Et je sais que la ligne téléphonique ouverte de l'AFCAM, je crois que le nombre de contacts d'arbitres auprès de l'AFCAM a été multiplié par 5 ou 10, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a une très forte augmentation ces dernières années. Donc oui, très forte augmentation, difficile à chiffrer, parce qu'il y a aussi beaucoup, c'est comme pour les violences sexuelles, il y a aussi, à mon avis, beaucoup d'arbitres qui n'en parlent pas. Merci Madame Labrousse, en tout cas. Restez bien avec nous parce qu'on vous redonnera la parole tout à Bien l'heure. Et sûr. puis, si vous voulez intervenir, comme vous êtes notre grand témoin, vous êtes la bienvenue. Vous faites un petit signe et puis on vous donnera la parole. On va aller voir Joël Quignou, justement, parce qu'on parlait d'arbitrage et il y a des noms mythiques dans le monde de l'arbitrage français. Il y a Michel Vautreau, Joël Quignou, Pierre-Luigi Collina, si on veut sortir un petit peu de nos frontières. Joël, merci d'être avec nous. Vous avez déclenché des vocations chez plein de gamins qui se disaient bah, tiens, je ne vais pas être joueur, je vais être arbitre. Et vous, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, on a parlé de l'arbitrage et de ses difficultés. Et vous m'avez raconté une petite anecdote avant de rebondir sur les propos de Madame Labrousse en disant quand j'ai commencé dans l'arbitrage, ça n'a pas été simple non plus tout au début. Effectivement, et je crois que je voudrais vous parler de 3 événements que j'ai connus et finalement qui m'ont permis de comprendre combien les actions éducatives et de prévention pouvaient avoir un effet vraiment favorable sur la jeunesse. Et ça remonte, vous voyez que la violence, elle ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement, parce que ma première anecdote que je voulais vous raconter, c'était celle que j'ai vécue en 1968. En 1968, on n'avait pas de réseaux sociaux. Mais la violence, elle était bien réelle. Et il a fallu effectivement un concours de circonstances bien particulier pour que je me lance dans l'arbitrage. Parce que je jouais dans un club de banlieue parisienne, à Bourg-la-Reine, lors d'un match de Coupe Gambardella. L'arbitre officiel ne s'est pas déplacé. Et ce jour-là, j'étais remplaçant. Donc, je me retrouvais sur le banc. Il y a eu un tirage au sort entre les 2 équipes et le hasard a voulu que le tirage tombe sur nous. Et mon entraîneur m'a demandé si j'acceptais de prendre le sifflet. C'est vrai que j'étais attiré par ce personnage que je voyais à chaque rencontre. Je posais des questions à mon entraîneur. Et puis finalement, je me suis laissé tenter. J'ai pris le sifflet. Et lors de cette rencontre-là, il y a un joueur qui n'a pas hésité à m'insulter. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut insulter un autre, presque joueur, parce que j'étais joueur. Bon, là, en l'occurrence, j'avais le sifflet, mais on avait le même âge, on pratiquait la même passion. Et moi, je ne pouvais pas comprendre et accepter qu'on puisse être insulté de cette façon-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai demandé aux joueurs de quitter le terrain, tout simplement. J'avais 17 ans. 17 ans, mais je voulais faire comprendre aux joueurs qu'on pouvait jouer d'une autre façon comme la sienne. Et le joueur, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Eh bien, il s'est présenté à moi, il m'a asséné un violent coup de poing. Un violent coup de poing. Mon frère jumeau qui jouait dans l'équipe, naturellement, il s'est précipité. Ça a entraîné une bagarre générale. Police secours est arrivé et tout ça s'est réglé lors de la commission de discipline à la Ligue de Paris, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de district. Toutes les rencontres étaient gérées par la Ligue. Je me suis présenté et ce jour-là, il y avait des cours d'arbitrage qui étaient organisés. Mon entraîneur qui était avec moi m'a dit écoute, Joël, puisque tu as eu un moment difficile, est-ce que tu veux peut-être passer sur ce moment et puis te lancer dans l'arbitrage, suivre ton premier cours? Eh bien, je me suis laissé tenter parce que c'est vrai que ça m'a fait vraiment un malaise. J'ai ressenti cette violence
pendant des semaines, avant même notre audition. Et je voulais peut-être pratiquement tourner la page, voir autre chose et me dire que l'arbitrage n'était pas ça. Et bien m'en a pris. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai continué à m'entraîner avec mes anciens partenaires, en quelque sorte, tout en étant arbitre, parce que j'étais devenu arbitre officiel. Et à chaque fois, lorsqu'on allait s'entraîner, mes copains me disaient, tiens, Joël, on a connu tel moment, je n'ai pas trop compris. Et finalement, à force de pédagogie, à force d'ouverture un petit peu, j'ai vraiment ressenti que les joueurs avaient pris conscience du rôle de l'arbitre, de la notion finalement de respect mutuel, de l'évidence même que sans arbitre, il ne pouvait pas y avoir de jeu, que les arbitres étaient garants de l'application de la règle et qu'ils pouvaient aussi faire des erreurs. Eh bien, quand on a regardé les statistiques, et on n'avait pas de carton à l'époque, hein, c'était des avertissements et des exclusions, mais pas de carton jaune, pas de carton rouge. En tous les cas, on a bien vu dans les statistiques que le nombre de sanctions prises par les arbitres à l'encontre de mes partenaires avait diminué d'une façon spectaculaire. C'est pour ça que cet aspect de pédagogie et de prévention à travers la vie peut-être de l'arbitre au sein même de l'institution, c'est primordial. Il y a un autre événement, parce que peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais c'est la Coupe du Monde 1998. Lors de cette Coupe du Monde qui était organisée en France, il y a eu donc il y avait un match inaugural forcément, et avant ce match inaugural, pendant toute l'année scolaire qui a précédé cet événement, mon frère, toujours le même, qui était enseignant dans un collège, le collège Jules Vallès à Choisy-le-Roi, et qui avait été vraiment, qui avait connu de gros problèmes de violence, qui secouaient l'établissement. Ce collège avait été passé en zone d'éducation prioritaire, un des premiers d'ailleurs. Eh bien, ils ont eu l'idée de rédiger avec les élèves, tous les élèves des classes de quatrième, la charte qu'il avait appelée la charte de bonne conduite et de fair play. On allait parler des outils mis en place. Cette charte mise en place en 98, vous y avez participé. Elle est essentielle. Madame Labrousse nous parlait de la loi qui protège les arbitres. Vous, en tant qu'acteur, vous avez collaboré justement à la mise en place de cette charte. Est-ce que c'est de l'administratif sur le papier, mais c'est nécessaire pour les gamins d'avoir justement des textes et des lois? Bien sûr que c'est primordial. Ce ne sont pas des textes écrits comme ça. C'est un travail de fond, c'est un travail collectif qui a finalement permis aux élèves de se dominer, d'accepter notamment la défaite dans les matchs interscolaires qui pouvaient être organisés. En un mot, d'avoir une attitude fair play. Et ça, toute l'équipe pédagogique, parce qu'en plus, on a réalisé une autre action 2 ans après. Mais en tous les cas, là aussi, ça a été très, très bénéfique dans le quotidien, d'abord de l'équipe, des enseignants et aussi des élèves. Ils ont eu un comportement qui a changé du tout au tout. Bon, c'est vrai qu'ils ont eu la chance parce qu'il y a cet élève-là qui a lu la charte du fair play, qui avait été travaillée pendant des mois en ouverture de la Coupe du Monde devant des milliards de téléspectateurs en quelque sorte. Et ça a eu une répercussion, un choc vraiment tellement positif que tous les enseignants aujourd'hui en parlent encore. Charte du fair play, c'est ma dernière question, Joël, en 1998. Elle arrive tard finalement, puisque le football existait depuis longtemps. Elle a mis du temps à se mettre en place. Cette charte du fair play, je pense qu'elle a été réalisée, mais on en parlait moins. Aujourd'hui, on en parle davantage. Il y a une médiatisation, et tant mieux. Mais c'est important de parler des choses positives, des choses qui vont dans le sens qu'on peut finalement valoriser la fonction d'arbitre. Moi, j'ai été agressé quand j'étais jeune arbitre aussi, après, dans la continuité de ma carrière. Ces agressions, on les a connues. Ce qui me fait mal au cœur aujourd'hui, c'est qu'on décourage des jeunes arbitres. On parlait du nombre d'arbitres qui sont agressés chaque année. On les décourage parce que ils sont insultés par des pseudo-éducateurs, là aussi pour les éducateurs, quand il y a des arbitres peut-être qui sont intégrés au sein du club pour expliquer, comme je l'ai fait quand j'étais jeune, c'est aussi capital pour ouvrir peut-être ou avoir un autre œil sur cette passion qu'est l'arbitrage et qui rentre dans le sport à part entière. Merci beaucoup, Joël. Ludivine Morbin est là. Une petite suggestion de Françoise Barthélemy qui suggère que justement les arbitres, pour mettre plus en avant leur rôle, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de les mettre en avant en dehors des simples compétitions?
parmi nos intervenants, même ceux qui n'ont pas encore pris la parole, si quelqu'un veut intervenir et répondre à cette question, est-ce qu'on peut donner un autre rôle à l'arbitre? Je vois M. Tugas qui a ouvert son micro. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Dans le rugby, mon sport, alors les arbitres participent. Bon, d'abord, il y a une obligation d'arbitre par club, par niveau de présence, et les arbitres participent pour la plupart, pour la grande majorité, à un certain nombre de séances dans l'année, etc. Leur présence est effective, à quelque niveau que ce soit. Merci Gérard. Vous savez quoi, j'avais prévu de ne pas venir vous voir tout de suite, mais pendant que vous êtes là avec votre micro ouvert, on va aller vers vous. Je rappelle qui vous êtes. Vous êtes élu au sein de la Ligue de rugby d'Occitanie, en charge des académies, du pôle espoir. Dans ces pôles, la Fédé de rugby forme les futurs champions de demain, ceux qui gagneront peut-être un jour le tournoi Destination, on l'espère en tout cas à France Télévisions. Et vous avez directement intégré les arbitres au sein de ces pôles. Il n'y a pas les joueurs d'un côté et les arbitres de l'autre. Tout le monde est au même endroit. Alors, dans ces pôles qui sont les anciens sports-études, on a commencé à intégrer les filles déjà, puisque le rugby est un sport en développement important au niveau féminin. On a intégré les filles et on a intégré depuis 3 ans les arbitres pour plusieurs raisons. On va à l'arbitrage de plus en plus jeune, et puis ce croisement d'arbitres, de joueurs qui s'entraînent pour la partie préparation physique ensemble. Ces arbitres-là qui arbitrent les entraînements de haut niveau, de haute intensité, etc., il nous semble que de les croiser dès le plus jeune âge, on les croise plus jeunes encore, hein, puisque au rugby, depuis une vingtaine d'années, au niveau de la catégorie des moins de 14 ans, on pratique ce qu'on appelle le jeu arbitre, c'est-à-dire que ce sont les jeunes même par doublette, hein, accompagnés d'un éducateur qui arbitre. Mais au niveau des pôles, c'est un gros progrès. Ils ont une partie d'entraînement commun et une partie d'entraînement spécifique. On pense, et ça arrive de plus en plus, que dans notre sport, si la carrière dure jusqu'à 35, 36 ans, 34, etc., il est peut-être déjà trop tard pour envisager, il y a des exceptions, hein, mais une carrière au haut niveau et qu'il faut commencer plus tôt. Le développement de l'arbitre, de la formation de l'arbitre, le fait pour certains d'avoir une double carrière, arbitre et joueur, se développe pas quand la carrière est terminée. Elle se développe beaucoup plus tôt. Chez les tout jeunes, chez les moins de 14 ans, quand on ne joue pas, on doit arbitrer. Alors, depuis une vingtaine d'années, comme je vous disais, il a été mis ça en place par la Fédération française de rugby et ça apporte plusieurs avantages. D'abord, la notion de respect, puis ils y sont, quoi. Ils savent ce que c'est, ils sont passés par là. Découvrir le sens des responsabilités. Bon, c'est une arme éducative importante parce que plus on connaît la règle, on ne les met pas à arbitrer sans formation, ça serait n'importe quoi. Donc, plus on connaît la règle, plus on est censé mieux jouer. Ensuite, on leur montre les difficultés de l'arbitrage, c'est évident. Et puis, ça a aussi pour but d'inculquer le respect de l'arbitre et puis de susciter des vocations. Nous avons de plus en plus, bon, à la suite de cette catégorie-là, il y a le lycée et il y a maintenant donc certains arbitres qui rentrent en académie, mais plus on suscite tôt les vocations, sans les empêcher pour certains de continuer à jouer, hein, mieux c'est. Dans le rugby, quand on a échangé, vous et moi, vous m'avez dit, on est très strict. C'est-à-dire que, alors, sans vouloir parler, par exemple, il y avait Joël qui parlait tout à l'heure du football, mais dans le rugby, on ne rigole pas avec l'arbitre. La preuve, il y a les 10 mètres. Vous contestez, vous reculez de 10 mètres. Au foot, vous contestez 10 fois, il ne va rien vous arriver à part un carton jaune ou un carton rouge, mais c'est quand même rare. Vous avez l'impression que le rugby a serré la vis au niveau du règlement pour faire mieux respecter les arbitres? Alors, de plus en plus. Alors, pour une anecdote pour les 10 mètres, hein, j'ai entraîné 29 ans et je me suis toujours interdit publiquement de contester les décisions des arbitres pour deux raisons. La première, parce que dans le rugby, ils ne changeront pas d'avis. Je dirais même pire qu'on risque de se le mettre à dos plutôt qu'autre chose. Et la deuxième raison,
qui est peut-être la plus importante, c'est qu'on va trouver des excuses aux joueurs. C'est-à-dire, si tu n'as pas bien joué, ça va être de la faute de l'arbitre, et il ne faut surtout pas que ça soit ça. Donc, l'anecdote que je vous disais, un ancien arbitre me racontait que suivant la contestation, il faisait des très très grands pas pour faire les 10 mètres de plus. Le niveau de contestation faisait que les 10 mètres avaient une échelle variable. On peut faire des très grands pas pour compter 10 mètres. Bon, c'est une anecdote, mais je suis… la Fédération française de rugby organise, et je suis président de cette compétition depuis maintenant 15 ans, mais depuis 1980, le Super Challenge de France, qui est la compétition d'élite des moins de 14 ans. On a mis des barrières supplémentaires par rapport à tout ça pour éduquer, à savoir les cartons comptent les classements, jaune compris. On a mis un délégué qui, si on ne résout pas le problème de l'éducateur, on ne résout rien. C'est-à-dire que si l'éducateur commence la moindre contestation, on va le faire cartonner. Et comme le carton compte dans le classement, c'est l'éducateur qui va pénaliser son équipe. On a aussi désigné dans les éducateurs un éducateur qui porte un chasuble spécial dans cette compétition du Super Challenge de France, qui est en charge des parents. On se retrouve quelquefois, malheureusement, il suffit d'un, avec des gens plus ou moins… leur enfant va au rugby et ils n'ont pas de connaissances particulières, hein, c'est pas grave, hein, les parents. Si leur enfant va au rugby, c'est l'essentiel. Aussi, bon, au sport en général, c'est là l'essentiel. Mais on se retrouve avec des gens qui se comportent très mal, qui aboient. Ça, le mot aboyer est même faible. Et donc, cette personne-là est en charge d'aller calmer ses parents, et nous est arrivé de prendre des sanctions sur des équipes à cause de leurs pseudo-supporters, parce que si on ne résout pas le problème chez les jeunes, de ce public-là qui est particulier, ce n'est pas le public d'un stade de 80 000 personnes, on éduque mal par la suite. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire. Merci Gérard, vous faites déjà beaucoup. Et on va aller voir André Leclerc, qui est président du comité français Pierre de Coubertin. Sur le papier, on parlait de rugby, on parlait de foot. On a l'impression que l'arbitre de volley est un peu plus en hauteur, protégé sur sa chaise. Et quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, c'est pas simple non plus d'être arbitre de volley, mais nous sommes la conscience des joueurs. C'est le mot que vous voulez faire passer, c'est la conscience morale des joueurs, l'arbitre? Oui, absolument. Je ne parle pas forcément de voler, hein. Pour bien comprendre le rôle de l'arbitre, il faut le bien connaître. Mais on le connaît depuis des millénaires. Des millénaires. Il y a 2 exemples qui suffisent, hein. Au 123 l'Iliade, Achille conduit les funérailles de Patrocle, son ami, et il organise des jeux funèbres. Il est l'organisateur, il est le sponsor. Donc il fait asseoir tout le monde et il dit qu'il ne prendra pas part à la compétition, enfin différentes compétitions. Il n'est pas partie prenante. Élément numéro 1. Élément numéro 2, il raconte qu'il ne prend pas part, mais tout le monde connaît ses capacités, il est tellement bon qu'il pourrait gagner. Élément numéro 2, il ne s'agit pas de fanfaronnade. Il explique sa compétence. En quelque sorte, il fait valoir les acquis de son expérience. Il n'y a pas de commission fédérale d'arbitrage de l'époque. Mais il dit, je suis compétent. Ce n'est pas parce qu'il est chef de bande. Il dit, c'est parce que je suis compétent. Donc, il explique pourquoi il peut assumer cette fonction de juge-arbitre. Il y a 2 éléments qui apparaissent déjà. Ça fait plus de 2 millénaires qu'on le sait. L'arbitre, il est neutre. Et deuxièmement, il est la conscience des joueurs qui lui confie l'autorité de juger. Je reconnais ton autorité, c'est toi qui juges arbitrairement. C'est le principe fondamental de notre droit, la procédure d'arbitrage. Voilà, il décide arbitrairement. La balle est dehors, non pas parce que la télévision l'a vu, on s'en fout. La télévision, c'est peut-être au CFS8, la balle est dehors parce que l'arbitre l'a dit. C'est ce dont on a convenu dès le départ. Ça ne suffit pas tout à fait. Il y a un 3e élément qu'il faut aller chercher.
Là, je prends l'exemple au 54e Jeux Olympiques en moins 564. On est au Pancrace. Arakion, il est étouffé, il meurt et il gagne. Ben oui, au Pancrace, pour gagner, il faut qu'il y en ait un des deux qui abandonne. Alors, il y en a un qui abandonne son adversaire. Lui, il n'abandonne pas, il est mort. Alors, les juges sont complètement surpris. Eh ben, ils lui donnent le titre, les champions olympiques, mais immédiatement, les juges disent, ça n'est pas normal. On ne participe pas au jeu pour mettre en danger sa vie, et par conséquent, il faut protéger la santé des concurrents, et celui qui tue son adversaire, désormais, il sera disqualifié. Ça va arriver d'ailleurs en 492, il y a un mec qui tue son adversaire, et bien, il est disqualifié, on en dira fou. Donc les lois du jeu ont une morale qui protège la santé des joueurs. Le juge arbitre, il applique les lois du jeu qui contiennent une violence codifiée. On les codifie au niveau des fédérations internationales. Et donc, il sanctionne une violence qui, elle, ne l'est pas codifiée. Il est le garant de la non-violence. À la question posée, une des réponses, Jean-Pierre, de laquelle, à mon avis, tu dois insister dans ta conclusion, il est le garant de la non-violence. Et c'est fini, il n'y a plus rien à dire. L'arbitre, on le sait depuis longtemps, il est l'élément neutre qui permet au système de fonctionner. Il a la conscience morale des sportifs. Conscience parce qu'il décide et morale parce qu'il applique cette règle. Alors maintenant qu'on le sait, comment on fait? Bon, moi je suis qu'un dirigeant sportif parmi bien d'autres. Voilà, nous sommes des dirigeants sportifs. Ok. Mais Michel Serres le dit. Donc, si on n'écoute pas les dirigeants sportifs ou les arbitres, on peut écouter Michel Serres. Le ballon est un traceur de relations. L'arbitre incarne la justice. Tout est réuni pour que le spectateur puisse apprendre sur le stade, comme dans une faculté de droit, le collectif sans texte, la tragédie sans texte et le droit sans texte. Eh bien, en invitant chacun à comprendre ce premier principe judiciaire, la procédure d'arbitrage qui nous vient du fond de notre histoire, on fait un cours de droit sans faire de cours, on fait un cours d'instruction civique sans faire de cours. Je pense sur les exemples pédagogiques que j'avais prévu, mais peu importe, avec les collègues de l'UNSS et de l'UCEP, beaucoup d'actions sont mises en place depuis plusieurs dizaines d'années. Les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Alors, celui qui ne les respecte pas, il les rappelle à bord. L'arbitre, il dit, je vous préviens. Attention, je vous préviens. S'il s'écarte trop, il est à l'amende. Vous avez une amende, vous avez un carton jaune. S'il y a un geste qui peut être préjudiciable à la santé d'un autre, tu vas en prison. Carton rouge. Je dis l'arbitre, excusez-moi, mais j'aurais pu dire le juge. On parle de qui là? Des sportifs ou des citoyens? Mais c'est exactement la même chose. Hein. Et donc on applique, en travaillant comme ça, dans les actions qu'on a mises en place avec l'UNSS quand j'étais président de fédération, sur les jeunes arbitres, avec Véronique, que je vois là aussi à l'écran, sur les camps olympiques de la jeunesse, sur les classes olympiques de la jeunesse, on manipule. On manipule ça, voilà, tout simplement. Et on prend conscience, et donc conscience morale de ce qu'est l'arbitre. On comprend conscience du rôle du juge qui a besoin d'être assisté par des policiers qui sont des assistants de justice. Ah ben je reviens au sport. Ah ben non, je reviens pas au sport. Pourquoi? Ben c'est pareil. Il en va du sportif comme du citoyen, quoi. Et sur ce simple exemple de l'arbitrage, Jean-Pierre, pour nous, il est évident que l'éducation physique et sportive est la plus importante matière pour l'enseignement moral et civique, puisque la morale civique, il relève d'un accident interne. On apprend le respect de la règle des autres et soi-même tout simplement par la pratique. Le sport est un outil bien utile pour le ministère des Sports, mais non. Pour le ministère de l'Éducation, celui de la Justice, vous avez bien d'autres ministères concernés par l'utilité sociale. Donc, je termine là-dessus. J'étais membre du Conseil supérieur des programmes de l'éducation nationale. Quand il y a eu, donc j'ai participé à l'élaboration des programmes. Quand il y a eu le rapport sur l'enseignement moral et civique, c'est un sociologue qui a rapporté. Et je me suis heurté, mais violemment avec lui. Qu'est-ce que c'est que ces cours de morale ne vont pas nous faire chier avec des enseignements venus de l'histoire? Mais non, c'est beaucoup plus simple que ça. Et donc,
Si l'école comprenait ce qu'est le sport, si l'école faisait davantage confiance à ses profs de PS et plus particulièrement à ceux qui sont impliqués dans nos fédérations scolaires, eh bien, on pourrait apprendre l'enseignement moral et civique de manière simple, etc. Lutter contre les incivilités, c'est le problème du sport, mais non, c'est le problème de la société. Le respect de l'autre, non, c'est le problème de la société. Donc j'insiste, moi, pour dire que la prise en compte du sport à travers ces discussions que nous avons sur l'arbitrage, c'est bien de faire face à ces questions de société. Oui, nous avons besoin des juges, oui, nous avons besoin des arbitres, ils nous sont indispensables, ils sont notre protection. Ils ne sont pas là pour appliquer des règles. Non, ils sont là pour protéger notre bien-vivre ensemble, protéger notre santé, et ce sont les garants de la non-violence. C'est grâce à eux qu'on limite les violences. Voilà. Merci André. Je disais qu'avec un volleyeur, on allait prendre de la hauteur grâce à votre chaise de juge arbitre. On a pris de la hauteur et on a regardé dans le rétroviseur très loin. Ouais, très loin. Mais on a regardé. Avant de donner la parole à Michel Samper, Ludivine, je crois que vous avez une question. Pour Madame Labrousse, justement sur comment intégrer et valoriser toutes ces valeurs arbitrales et le respect de ces instances dans le cursus scolaire, alors que la part du sport s'amenuise beaucoup. Comme vous le savez, le ministère dit Jeunesse et Sport a rejoint le grand ministère de l'Éducation nationale donc depuis le 1er janvier 2021. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous agissons non pas en opposition avec ou en opposition avec l'éducation nationale, mais bien en complément. Nous avons bien évidemment, nous développons des actions communes au sein de ce grand ministère qu'est le ministère de l'Éducation nationale. S'agissant de l'enseignement scolaire, je pense que nous travaillons, enfin, en tout cas au niveau des ministères, nous travaillons de plus en plus avec la DGESCO, qui est donc la direction de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale, que pour l'instant, nous n'avons pas encore totalement travaillé sur ces questions d'enseignement de l'EPS. J'ai bien entendu ce qu'a dit Monsieur Leclerc, et je pense qu'effectivement, il y a là une piste très, très, très importante à poursuivre, parce qu'il y a déjà des actions très importantes qui ont été menées. Et là, je pense que les représentants de l'UNSS, notamment, ou de l'UCEP, auront bien des choses à dire à cet égard. Je pense qu'effectivement, comme l'a dit Monsieur Leclerc, l'arbitre aujourd'hui, il est aussi référent éthique. Nous insistons beaucoup sur l'éthique et l'intégrité, sur le développement de ces notions d'éthique et d'intégrité dans toutes les pratiques. Et bien évidemment, c'est d'abord à l'école, d'abord dans les enseignements. Pour l'instant, nous travaillons sur d'autres sujets avec l'éducation nationale actuellement. Nous sommes sur un bac pro sport, nous sommes sur un certain nombre de sujets, mais ce sujet-là doit être creusé, bien évidemment. Merci, Madame Labrousse. Je vais donner une réponse à cette question aussi, et après je n'interviens plus. Nous avons proposé en 2007 un programme qui s'appelle tout simplement le sport média de culture et l'olympisme vecteur d'éducation. Je vais le présenter au DGESCO de l'école, ça a été adopté par le Conseil économique et social. C'est donc un avis au gouvernement. Et bien justement, si l'éducation nationale a intégré le sport comme média de culture et l'olympisme comme vecteur d'éducation, et ça concerne l'ensemble des disciplines, eh bien nous avancerions davantage. Et donc il ne faudrait pas demander au sport d'être particulier dans la non-violence, c'est le contraire. Utiliser le sport pour lutter contre les incivilités, les violences, etc. Voilà, merci à tous. Michel Samper, j'avais dit que j'allais venir vous voir. Vous êtes président du comité éthique et de déontologie au sein de la Fédération française d'athlétisme. Les arbitres doivent être respectés, c'est le point de départ. On est tous d'accord là-dessus. Mais vous dites aussi, en athlée, les arbitres doivent être respectés et aussi exemplaires, parce que pour vous, Michel, ce sont quoi, on va dire les premiers éducateurs? Bien, écoutez, donc je prends la parole après une ouverture formidable d'André Leclerc, que je remercie, mais je le connais bien et je sais bien ce qu'il pense et j'apprécie beaucoup, évidemment, toutes les théories basées sur, je dirais, les valeurs sportives et c'est un grand défenseur. Donc, je vais continuer dans ce sens-là, dans le sens du sport éthique. Et la première chose que je vais dire, c'est que la première mission des arbitres, c'est de faire en sorte que le sport existe. S'il n'y avait pas de règles, s'il n'y avait pas des arbitres, le sport n'existerait pas. Or, tout à l'heure, André nous a parlé du sport dans l'Antiquité.
Donc on peut imaginer que le sport a été un peu inventé par les hommes et que s'il est inventé par les hommes et qu'il existe encore aujourd'hui, c'est qu'il a un rôle à jouer et qu'il a joué un rôle dans la société. Alors il a joué évidemment un premier rôle au niveau éducatif. On s'en est pas rendu compte tout de suite et notamment, je ne sais pas si dans l'Antiquité on s'en est rendu compte, André me le dira, au départ c'était plutôt pour avoir un beau corps et c'était aussi pour avoir des jeunes forts qui pouvaient aller à la guerre. Mais progressivement, et notamment vers le 19e siècle et le 20e siècle, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une valeur éducative importante et les universités anglo-saxonnes ont commencé à intégrer le sport dans l'éducation. Aujourd'hui, on peut dire que le sport est un moyen d'éducation formidable. C'est ce qu'on appelle souvent une école de vie, et notamment la compétition. La compétition regroupe un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans la vie et tout ce qu'il faut faire pour réussir en compétition comme pour réussir dans la vie. Et ça, nos entraîneurs, nos dirigeants nous l'ont appris. Il s'avère qu'aujourd'hui, au-delà du tout éducatif que l'on souhaite que le sport continue à œuvrer, on va lui demander plus puisque la société présente beaucoup de dérives et on va lui demander au sport effectivement de faire en sorte que le bien vivre ensemble puisse se retrouver au sein de notre société. Et là, au-delà de l'éducation morale, on va demander à nous, tous nos encadrants de pouvoir lutter contre toutes ces déviances. Alors les lutter, c'est pouvoir les détecter, c'est pouvoir les combattre, c'est de prendre des engagements, etc. Et donc, si on veut défendre le sport, eh bien, il faut défendre les arbitres. Parce que c'est les arbitres, aujourd'hui, qui font que le sport peut exister. Alors, si on veut que le sport soit reconnu, j'ai écrit et je vous l'ai dit qu'il faut qu'il soit exemplaire. Et donc, chaque acteur du sport doit être exemplaire. Et donc, quand on fait une charte éthique, on s'adresse à tous les acteurs du sport et on leur demande à chaque acteur du sport, en fonction de ce qu'il représente dans la famille sportive, d'avoir un comportement et une attitude exemplaires qui va effectivement influencer l'ensemble de la société pour redonner au sport ses véritables valeurs. Et donc, l'arbitre, comme les autres acteurs, doit avoir un comportement exemplaire, mais qui correspond à sa mission dans le sport. Donc, sa mission, c'est effectivement de faire respecter les règles. Mais faire respecter les règles, c'est comme dans la société, la police ou autre, c'est pas uniquement de prendre des sanctions. Faire respecter les règles, c'est d'abord d'avoir un comportement qui, normalement, permet, je dirais, de faire comprendre, d'avoir une approche pédagogique pour que les jeunes puissent comprendre la règle, comprendre pourquoi elle existe, quelle est son utilité et comment on peut l'appliquer. Donc la première chose qu'on va demander aux arbitres, c'est un certain comportement, et ce comportement qui pourrait être déviant dans la mesure où l'arbitre qui a des prérogatives, qui a des pouvoirs, pourrait en abuser, comme certains pourraient le faire, on va demander aux arbitres que malgré ou grâce à ses pouvoirs et à ses prérogatives, ils n'abusent pas de ces possibilités pour qu'ils soient d'abord respectés. Ensuite, on viendra dans le domaine un petit peu éducatif et pédagogique, et j'y reviendrai tout à l'heure. Au-delà de ce côté éducatif, il faut aussi reconnaître que les arbitres, notamment dans le cadre du sport que je connais, l'athlétisme, c'est plutôt des juges. On a parlé des juges tout à l'heure, et André a considéré que les juges dans la société, c'était comme des arbitres. Or, écoutez ce qui se passe aujourd'hui, écoutez les médias, nos juges, ils ne sont pas tellement bien considérés. On considère qu'ils sont laxistes, on considère que tous les maux de la société viennent des juges et de la justice. Il ne faudrait pas que ce soit pareil au niveau du sport. Donc, si on veut que le sport soit exemplaire, on a beaucoup de choses à faire. Je ne veux pas faire de morale pour les arbitres, mais il est important, et notamment c'est ce qu'on a écrit dans les chartes ou dans une charte générale, il est important que l'arbitre soit conscient de son positionnement, soit conscient de sa mission, soit conscient du comportement qu'il doit respecter pour qu'il soit exemplaire, de façon à ce que effectivement sa mission derrière soit favorisée et que le sport soit préservé.
J'aimerais vous poser une question. Alors là, désolé, hein, je vais être volontairement provocateur. Il y a de mauvais arbitres. Il y a un monsieur qui dit, c'est une dame, pardon, Sophie Carlin, qui dit un comportement exemplaire n'est pas infaillible. Mais les arbitres ne sont pas infaillibles. Il y a de mauvais arbitres et il y a des arbitres qui prennent parti, qui prennent des mauvaises décisions pour telle ou telle raison. C'est ça le problème, Michel, aussi. Oui, mais l'erreur est humaine. Et quand Donc, c'est une erreur, c'est bien, mais parfois il peut y avoir des mauvaises décisions qui ne sont oui, pas qu'une alors, erreur. oui, mais alors si c'est une mauvaise décision volontaire, là, c'est pas une erreur, là, ça mérite à la rigueur une sanction. J'espère qu'il n'y en a pas, mais ça peut arriver, comme vous le dites. Mais l'erreur est humaine, il faut aussi l'expliquer aux pratiquants. Et aujourd'hui, on va aider les arbitres à ne plus faire des erreurs avec le VAR, etc. C'est très important. Moi, je suis vraiment très partisan de tous les moyens techniques et technologiques qu'on pourrait mettre en place pour que l'arbitre, même s'il se trompe, puisse revenir en arrière, et de façon à ce que l'équité soit respectée. Donc, mais ça n'empêche pas que l'arbitre a besoin d'avoir un comportement. Alors, quand je dis exemplaire, oui, mais l'erreur, même si on a un comportement exemplaire, tout le monde peut se tromper. Par contre, dans les contacts, dans la manière de prendre des décisions, etc., dans la manière de se comporter, là, effectivement, il y a effectivement un rôle à jouer. On va aller voir Véronique Morera. Bonjour madame, ça y est, je vous vois. Vous êtes présidente de l'UCEP, le sport chez les tout jeunes en école primaire. Vous êtes finalement au tout début. Le sportif, c'est vous qui en avez la responsabilité depuis le départ. Le niveau zéro du sportif, c'est vous à l'UCEP et finalement, vous avez un rôle ultra important parce que vous êtes celui qui va former l'arbitre. Bonjour à tous. Peut-être, ça manque un peu d'humilité de dire que c'est à l'école primaire qu'on va former des arbitres. En tous les cas, c'est très important que dès le plus jeune âge, les enfants soient confrontés à l'arbitrage. Et donc, dans toutes nos activités UCEP, l'arbitrage est une composante de l'activité. C'est-à-dire que lorsque nous organisons une rencontre sportive, eh bien, les enfants sont répartis sur différents rôles sociaux qui sont l'arbitre, mais aussi le marqueur, et puis ça peut être le juge aussi. On fait la différence entre arbitre et juge, et cela dès le plus jeune âge, puisque dès la maternelle, il y a des maîtres du temps, par exemple, ceux qui disposent d'un sablier pour pouvoir remplir ce rôle, et des juges de touche aussi, avec un foulard, et tout ça peut être fait dès le plus jeune âge. Donc, la sensibilisation, elle commence dès le plus jeune âge, et l'arbitrage dans les activités UCEP est vraiment une composante importante. Il y a quelques années, nous avons même produit une fiche intitulée « La fonction arbitrale, une occasion d'éducation ». Cette fiche a été coproduite avec l'AFCAM, hein, l'Association française des corps arbitrales. Alors, pourquoi l'arbitrage est une occasion d'éducation? Tout simplement, comme le disait André Leclerc, c'est que c'est la possibilité de favoriser la compréhension du rôle fondamental du jeu et de ses règles. Et quand on fait ça, eh bien, on peut aussi généraliser à ce que apporte la loi dans la vie en général. Mais en ce qui concerne les activités sportives, eh bien, c'est de faire comprendre aux enfants que sans règles du jeu, il n'y a pas de jeu, et sans arbitre, il n'y a pas de jeu non plus. Donc, comment on fait? Comment on s'y prend? Eh bien, souvent, on commence par faire jouer les enfants sans règles du jeu, sans même d'arbitre, hein, on les fait jouer. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que très vite, les enfants voient que le jeu ne peut pas se dérouler. En gros, qu'il n'y a pas de plaisir à jouer de cette façon-là. Et puis, très vite, donc, on intègre petit à petit les règles en expliquant leurs fonctions, hein, pourquoi on ne peut pas bousculer les autres, pourquoi on ne peut pas sortir du terrain, pourquoi toutes ces choses-là. Et c'est bien évidemment mis en regard de l'équité, hein, c'est-à-dire que ce qu'on évite, c'est qu'un joueur qui perd inlassablement va se décourager. Donc, on va lui faire comprendre que les règles du jeu et l'arbitre, il est là aussi pour préserver cette équité. Garantir la sécurité de chacun, bon, ça a été bien dit, hein, surtout entre les enfants qui sont de physique très différents, et puis permettre bien sûr l'implication de tous et l'engagement de tous dans le jeu. Hein, c'est très important parce qu'à l'école primaire, et notamment à l'école, donc dans les cours de PS ou à l'UCEP,
les enfants ne font pas le choix de se dire « tiens, je vais faire du rugby ». Ce n'est pas forcément un choix. C'est l'enseignant qui dit « on va faire un cycle de rugby parce que c'est bien d'apprendre le rugby » ou « on va faire un cycle de danse » ou « on va faire un cycle de handball ». Et donc, les enfants n'ont pas forcément d'appétence pour cette activité. Si on les met en difficulté au moment de jouer, eh bien, à coup sûr, ils seront dégoûtés de cette activité-là et peut-être même dégoûtés du sport. Donc, nous, on veut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut que l'enfant prenne du plaisir à jouer. Et pour cela, la règle va être adaptée pour être un allié, pour permettre justement le jeu, le plaisir du jeu, l'équité, la sécurité et ça. Et ça, bien évidemment, nous le travaillons en partenariat avec les fédérations sportives, souvent pour adapter les règles correctement. Donc, une fois que la règle est définie ensemble, finalement, l'arbitrage devient l'affaire de tous. Et il est respecté par tous, puisqu'on s'est mis d'accord sur les règles, sur le fait de les respecter. Ensuite, la deuxième étape, c'est de mettre les enfants en situation de pouvoir les faire respecter. Alors, pour cela, il faut travailler sur la posture de l'arbitre. C'est très important à cet âge-là et de leur apprendre aussi la gestuelle. Alors, sur la posture, il est important, par exemple, vous allez peut-être penser que c'est un détail, mais il est important que l'enfant qui arbitre soit identifié avec, par exemple, une chasuble particulière sur laquelle on écrit arbitre ou pas si ce n'est pas possible, mais en tous les cas, le fait de lui donner ce statut-là peut aider à poser son autorité. Parce qu'il va falloir qu'il apprenne une gestuelle. Arbitrer, c'est d'abord acquérir les connaissances parce qu'il faut qu'il connaisse les règles et la gestuelle, mais c'est aussi acquérir des capacités, de savoir observer, agir vite, et puis des attitudes, c'est-à-dire gérer ses émotions, rester neutre, faire preuve de probité, toutes ces compétences-là qui sont en cours d'acquisition avec des enfants du primaire. Ce qu'il est possible de faire aussi à cet âge-là, c'est de subdiviser. Alors, j'entendais ce matin que c'était exactement ce qui se passait dans les sports de glace, je crois. C'est de diminuer la charge mentale de l'enfant en subdivisant des tâches, c'est-à-dire qu'on va mettre un arbitre qui est dédié aux lignes de touche, un arbitre qui est dédié à observer s'il y a un marché, et puis un autre qui va observer le contact. Et ça peut également faire baisser la charge mentale. Voilà. Ensuite, ce que nous essayons de faire aussi, c'est de placer les enfants en situation d'auto-arbitrage. Et ça, on peut le faire parce que justement, la règle, elle a été décortiquée ensemble, si je peux dire, construite ensemble, et que chaque joueur a pu se l'approprier et qu'il est possible aussi d'avoir recours à l'auto-arbitrage. Et puis, je terminerai juste sur une chose, c'est que faire prendre conscience du rôle de l'arbitre, c'est aussi se décaler du temps de jeu dans lequel il y a il y a la gestion des émotions qui est forte, et chez les enfants, le sentiment d'injustice peut être très fort sur une action. Donc, pour travailler cette compréhension du rôle de l'arbitre, on organise des débats en dehors donc, de l'activité. Les enfants sont des espèces de débats philo, où les enfants vont s'exprimer à partir d'une situation de jeu ou à partir d'un questionnement du type « l'arbitre peut-il se tromper ? L'arbitre a-t-il toujours raison ? Peut-on jouer sans arbitre ?» Bon, voilà, toutes ces questions-là. Mais ça peut être aussi partir d'une situation qui s'est déroulée dans le jeu. Alors, pourquoi l'arbitre a pris cette décision? Pourquoi telle personne n'était pas contente, etc. Et on fait un pas de côté pour réfléchir à la pratique de l'arbitre, à la fonction de l'arbitre dans une activité. Je vais vous poser une question, Madame Morera, Oui. elle est simple. Il y avait un match de foot hier, l'équipe de France qui a gagné face au Oui. Pays de Galles. Les gamins, ils veulent peut-être devenir Benzema, Griezmann ou Mbappé. Est-ce qu'ils veulent devenir Stéphanie Frappart ou encore un ou une autre arbitre? C'est pas évident quand même de les inciter à devenir arbitre quand ils sont tout petits. Alors, étonnamment, quand les enfants sont petits à cet âge-là,
eh bien, ils apprécient le rôle d'arbitre. Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont fiers de porter la chasuble arbitre et d'avoir cette fonction-là pendant l'activité. Je pense que c'est dû à 2 facteurs. Le premier, c'est qu'à cet âge-là, il n'y a pas encore la représentation négative de l'arbitrage qui peut être véhiculée après par les spectateurs, les réseaux sociaux, comme c'était évoqué ce matin. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est qu'à cet âge-là, finalement, le rapport à la règle, il est assez facile. À cet âge-là, l'autorité, voilà, l'autorité, la règle, à la limite, tous ces cadres-là, c'est des choses que les enfants réclament. Peut-être qu'après, à l'adolescence, on est plus dans l'idée un peu de jouer avec le feu et de jouer avec cette règle et du coup, on a peut-être plus de mal à endosser le rôle d'arbitre. Mais à cet âge-là, les enfants, tous les enfants passent en tant qu'arbitre et ils apprécient plutôt ça. Merci beaucoup, Véronique. Avant d'aller voir Nathalie Grand à l'UNSS, Ludivine, je crois que vous avez pas mal de réactions, en effet, qui sont arrivées ces dernières minutes. Une réaction de Marie-Josée Lallard qui dit que pour les enfants en grande difficulté, les règles du sport leur permettent de se réinsérer dans la vie sociale, d'apprendre à vivre ensemble et du respect des autres en fait. Donc c'est assez vrai par rapport à tout ça. Et puis il y a eu pas mal de réactions par rapport à l'arbitre, le côté infaillible de l'arbitre évidemment. Gérard Dugas qui a réagi en disant qu'au rugby comme ailleurs, d'ailleurs les arbitres, ils ont des superviseurs, hein. Ils sont notés, ils montent et ils descendent de catégorie, donc s'ils ne sont pas bons, eh ben, ils vont descendre au niveau de la hiérarchie. Et puis il faut dire aussi que Lionel Cambon de la Fédération d'escrime nous dit il y a des arbitres comme il y a des mauvais joueurs. L'arbitre fait partie des acteurs du sport et c'est le garant de la règle. Il y a une petite réflexion qui peut amener une question, c'est qu'en fait, il y a peut-être 2 arbitrages, dans le sens où un arbitre amateur, il n'a pas de vidéo. Et est-ce que la décision doit être prise rapidement, ou est-ce qu'il n'y a pas un arbitrage à 2 vitesses, entre guillemets? Il y a un dernier message qui vient d'arriver de Françoise Barthélémy qui dit en fait les gamins ils veulent devenir célèbres aujourd'hui. C'est aussi la génération réseaux sociaux et disent rendons les célèbres les arbitres avec des chroniques dédiées sur l'arbitrage. Et Madame Barthélémy dit notamment des chroniques sur l'arbitrage en vue de Paris 2024. C'est vrai que l'arbitre c'est souvent le numéro 2 sur le terrain. Il y a les joueurs, l'entraîneur, c'est même le numéro 3, 4 si on compte les supporters et l'arbitre est un peu la dernière roue du carrosse. Je vous poserai une question d'ailleurs Joël par rapport à ça tout à l'heure. Nathalie Grand, vous êtes directrice nationale adjointe de l'UNSS. Merci d'être là avec votre fond derrière qui rappelle votre maison. Tous les établissements scolaires possèdent une association sportive. Et comme Madame Morera, vous leur parlez d'arbitrage. On voit souvent dans les manifs UNSS, je me souviens, des jeunes qui ont déjà le maillot d'arbitre, qui sont les arbitres. Ils viennent en étant arbitres. C'est leur rôle. Et c'est important parce que vous êtes un passage, vous êtes un messager à l'UNSS. Oui, merci David. Merci également à Monsieur Leclerc et d'avoir parlé un petit peu de l'historique et de rappeler que le sport scolaire, en tout cas l'école, a travaillé avec les différentes fédérations sur effectivement ces notions d'arbitrage. Juste si vous me permettez, un petit historique, effectivement, ce témoin, un petit peu, ce passage de témoin que nous faisons, on le fait sur toutes les activités et aussi, je souhaite parler de la notion de jeune officiel, puisque l'UNSS travaille sur un dossier qu'on appelle vers une génération responsable des jeunes officiels. Et le jeune officiel, il est apparu au sein de l'UNSS depuis plus de 20 ans, voire même au-delà de 25 ans. Et le jeune officiel voulait dire arbitre ou juge. Parce qu'effectivement, à l'UNSS, je vois que les propos divergent, enfin, en tout cas, sont un petit peu opposés, où on oublie les juges dans le cadre des médias ou de la représentation qu'on en fait. À l'UNSS, on parle bien d'arbitre et de juge. Et donc, ce jeune officiel, il a évolué avec la casquette arbitre derrière. Et progressivement, on s'est rendu compte que l'arbitre, qui est un acteur du jeu, parce qu'effectivement, vous le savez, ça a été dit par les intervenants précédents, que sans arbitre, de toute façon, il n'y aurait pas de sport. Et donc, la place de l'arbitre a une importance importante. Ensuite, progressivement, l'UNSS a souhaité mettre l'arbitre et donc le jeune officiel
en tant qu'acteur incontournable. C'est-à-dire que nous n'avons aucune compétition qui peut se dérouler sans qu'il y ait un arbitre qui soit certifié et qui puisse accompagner l'équipe, et donc qui n'est pas joueur. Donc ça, c'est vraiment une composante importante qui a évolué au sein de l'UNSS et qui est maintenant ancrée. Et effectivement, je remercie Madame Moreira parce que je pense qu'on est dans un continuum, oui. Et nous avons la chance, contrairement à l'UCEP, d'avoir des enseignants d'EPS où dans leur horaire de service, il y a 3 heures qui sont consacrées à l'UNSS et donc à la pratique sportive, mais pas que, mais aussi à la formation des jeunes officiels, puisque maintenant la notion de jeunes officiels a évolué sur différents rôles sociaux. On parle d'arbitre, de juge, de reporter, de coach, etc., etc. Je ne vais pas tous les énumérer puisqu'on parle d'arbitre sur ce webinaire. Et donc, effectivement, à l'UNSS, les enseignants d'EPS qui animent une association sportive, puisqu'elle est obligatoire au sein de chaque établissement scolaire, pour pouvoir ensuite s'affilier à la fédération scolaire qui est l'UNSS. Et donc, automatiquement, les enseignants d'EPS ont un rôle pédagogique auprès des jeunes dans leur entraînement. Mais j'irai même au-delà, puisque en m'appuyant sur les propos de M. Leclerc, qui parlait d'EPS. Et effectivement, les enseignants d'EPS, au cours de leur séance, dans les sports collectifs, lorsqu'ils font des cycles de sport collectif, utilisent aussi et amènent les jeunes à arbitrer au sein même d'une séance d'EPS. Et donc déjà, il y a une petite initiation, il y a déjà des propos un petit peu pédagogiques qui sont transmis pour qu'ensuite le jeune, s'il va vers l'UNSS, s'il s'inscrit à l'UNSS dans le cadre de son association sportive, va pouvoir effectivement, s'il est intéressé, pouvoir demander à son enseignant d'EPS, moi j'aimerais bien faire arbitrer. Et il y a une petite anecdote aussi qu'on revoit, enfin, qui remonte beaucoup du terrain, c'est que l'UNSS organise des compétitions, les équipes doivent se qualifier au niveau supérieur, mais souvent, l'enseignant d'EPS est obligé de faire des choix pour prendre la meilleure équipe. Et souvent, il y a des jeunes, pour pouvoir faire partie de l'aventure, puisque l'arbitre est en plus de l'équipe, eh ben, il préfère s'investir dans l'arbitrage, et comme ça, il va pouvoir vivre une aventure avec ses copains dans le cadre des niveaux supérieurs des compétitions. Voilà un petit peu si je réponds à votre question. Vous êtes un messager. On a tous été licenciés de l'UNSS, mais après, on ne peut pas le rester parce qu'on vieillit, on part ailleurs. Est-ce que vous perdez de vue ces arbitres? En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que vous les formez et puis, hop, une fois qu'ils sortent de l'école, vous les perdez de vue finalement. Alors justement, c'est un travail que je fais, enfin, c'est ce qu'on appelle les passerelles un petit peu avec les fédérations sportives. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années et M. Leclerc, excusez-moi, je redonne ce nom parce qu'effectivement, il a brossé quasiment tous les aspects de ce domaine. Et nous avons des conventions bilatérales avec l'ensemble des fédérations, avec des passerelles qui permettent aux jeunes de pouvoir continuer un cycle de formation au sein des fédérations. Et par contre, effectivement, et c'est pour ça que cette année, il y a eu un groupe de travail avec le ministère des Sports, en la personne de Muriel Faure, et avec d'autres collègues comme Patrick Vajda, avec lequel on travaille beaucoup, justement, sur ces passerelles, mais pas que. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez aussi de donner envie aux jeunes d'aller vers l'arbitrage. Et ben, si je permets vraiment de le dire, c'est qu'avec l'AFCAM, on travaille sur des formations d'une manière transversale, c'est-à-dire que ce n'est pas M. Vajda qui va intervenir en tant qu'ancien arbitre international d'escrime, mais plutôt en tant qu'arbitre d'une manière générale, pour pouvoir nourrir cette formation avec des anecdotes et essayer d'amener les jeunes qui ne sont pas forcément inscrits à l'UNSS, les amener vers l'arbitrage et peut-être continuer après leur formation à l'UNSS. Je vais vous donner quelques chiffres. À l'UNSS, on a à peu près 240 000 jeunes arbitres, jeunes juges, d'accord, et avec un pourcentage de 58% chez les garçons et 42% chez les filles. Et en définitive, ces jeunes-là, ce qui se passe, c'est que nous, on les forme, on met en place les passerelles, mais après, on ne sait pas à la sortie du lycée, parce qu'en fait, l'UNSS, comme l'UCEP d'ailleurs, on ne garde pas nos licenciés. Ils continuent leur parcours citoyen, ils s'en vont. Et en fin de compte, le problème qu'on a soulevé avec le ministère aussi, c'est comment faire pour ne pas les perdre et qu'ils puissent continuer vers les fédérations.
Donc, on a essayé de travailler cette année là, sur ce sujet. Et bon, en ce moment, on essaye de peut-être mettre en place une charte justement pour que toutes les conventions bilatérales dans lesquelles il y a des passerelles qui sont inscrites en disant tel arbitre qui a une certification départementale, académique ou nationale au sein de l'UNSS, lui permet d'accéder à une passerelle au sein de la fédération concernée, d'un niveau éducateur, arbitre départemental ou académique, enfin, avec leur propre appellation, et qui puissent continuer à travailler avec les fédérations par la suite. Et c'est cette articulation qu'on a du mal à travailler, ou en tout cas à rendre plus accessible à tous les niveaux de la structure. Parce que le national, il est au courant, mais après, c'est dans les territoires où on a du mal un petit peu à faire passer les choses. Merci en tout cas. Et il y a quelque chose qui est très important, vous formez des jeunes garçons arbitres et des jeunes filles aussi, parce que avec Stéphanie Frappard, on l'a vu dans le monde du football, les arbitres féminines, avec l'essor du sport féminin, prennent une grande place et c'est vraiment très important. Ludivine, je vois que vous avez une question et quelques réactions. Oui. Une question, enfin c'est plutôt une proposition de Diama Chastan qui demande est-ce qu'il est chargé de mission dans une ligue, formateur, observateur, arbitre, est-ce qu'il pourrait, enfin lui ou d'autres, intervenir dans les lycées, les collèges et les écoles primaires auprès des élèves? Pour moi, toutes les interventions peuvent se faire, c'est-à-dire que cette personne peut très bien contacter. C'est plus facile de passer, je dirais, de passer par les services déconcentrés de l'UNSS pour que l'entrée dans l'établissement via le chef d'établissement se fasse de manière plus fluide. Parce qu'effectivement, des fois, on ne rentre pas on ne peut pas rentrer dans une école n'importe comment. Donc, interroger et prendre contact avec les services déconcentrés de l'UNSS est pour moi un moyen de ensuite rentrer dans l'école et mettre en place des formations communes sur ce domaine-là. Lionel Cambon demande est-ce qu'il n'y a pas de passerelle ou en tout cas un suivi entre l'UCEP, l'UNSS et la FNSEU, la Fédération du sport universitaire. Alors justement, c'est un constat qu'on a fait avec Patrice Vajdas et plein d'autres, et toutes les fédérations qui travaillent avec nous, c'est qu'effectivement, autant alors entre l'UCEP et l'UNSS, comme le disait Madame Morera, c'est une approche de l'arbitrage parce que sa fédération n'est pas construite tout à fait comme la nôtre. Et donc, je ne sais pas, Véronique, s'il y a des certifications pures que vous affectez aux jeunes, mais je ne crois pas, me semble-t-il. Non, non, non. Nous, le principe, c'est que tous les enfants, quel que soit leur âge, et arbitrent le plus possible et dans toutes les disciplines. C'est qu'ils puissent avoir une initiation à l'arbitrage, que l'arbitrage fasse partie du jeu. Voilà, on est joueur, arbitre, voilà. Et après, pour ce qui est d'une formation très spécifique, on laisse ça au collège. Voilà, tout à fait. Donc, il y a malgré tout un continuum. Nous, effectivement, il y a des formations spécifiques puisque nous avons des commissions mixtes nationales, c'est-à-dire le parti UNSS et parti fédéral qui sont représentés. Et nous travaillons, chaque sport a un livret jeune arbitre ou jeune juge particulier avec des compétences attendues et qui sont liées aussi qui sont en lien avec les compétences attendues aussi en milieu fédéral. Et donc, tous nos jeunes et tous les enseignants de PS font travailler les jeunes sur ces livrets pour leur permettre d'acquérir des certifications. Après, effectivement, le problème, c'est le jeune arbitre qui a un niveau national qui quitte le lycée, à la FFSU, je ne sais pas où il va. Parce que déjà, son choix d'études peut être différent d'un individu à l'autre. Et donc, on ne sait pas si ce jeune est de Besançon, est-ce qu'il va aller à Bordeaux faire ses études? On ne sait pas. Donc, en fin de compte, on essaye de trouver les moyens de pouvoir repérer ce jeune et essayer de le capter. Alors, avec la FFSU, on essaye de travailler, de trouver des solutions, mais disons que le plus simple pour l'instant, ce serait que le jeune, ou l'étudiant, tape à la porte du service déconcentré aussi, les comités régionaux universitaires, pour pouvoir dire, moi, je suis arbitre, si vous avez besoin de moi, je peux arbitrer, quoi, et continuer un cursus. Merci. Alors, si je peux me permettre, juste pour dire que je pense qu'à l'éducation nationale, de façon globale, de la maternelle jusqu'à l'université, il y a une marge de progression pour que l'on valorise
ces compétences qui sont acquises par ces jeunes qui choisissent de se former en arbitrage, et ça devrait leur permettre d'obtenir des points supplémentaires, je ne sais pas moi, au baccalauréat ou à d'autres niveaux. Mais je pense qu'on ne valorise pas assez ces fonctions d'arbitrage dans le parcours sportif de l'enfant. Parce que c'est très important, il faut savoir que dans le cadre du bac, il y avait avant une option EPS facultative qui permettait de donner des points aux jeunes arbitres et puis aux sportifs aussi qui étaient sur le podium. Les options ont été supprimées au ministère de l'Éducation nationale, donc il n'y a plus cette valorisation de compétences. Mais en revanche, on travaille sur l'intégration, et ça serait du primaire, mais du parcours citoyen de l'élève, sur son investissement et ses implications, que ce soit l'arbitre, le reporter ou le coach, etc., dans un parcours citoyen et jusqu'à la plateforme Parcoursup, pour qu'effectivement leur implication et leur engagement au sein des associations sportives puissent être valorisés. Et voilà. Et une petite anecdote, généralement, lorsque sur 2 dossiers identiques, dans une école par exemple, le jeune qui s'est impliqué dans son association, qui a été arbitre ou un autre rôle, sera pris par rapport à un autre qui ne s'est pas du tout engagé. Je crois qu'il ne faut pas oublier les clubs. Parce que là, on parle de l'UNSS et de l'UCEP. Dieu sait si on leur doit beaucoup, personnellement, pour mon cas aussi. Mais dans les clubs, dans les écoles de sport des clubs, je pense qu'on applique aussi les mêmes théories. Et que, comme j'ai écrit tout à l'heure, le club étant souvent pour un jeune la première expérience de la vie en société, il est important qu'à ce moment-là, on les prenne bien en main pour leur inculper les vraies valeurs. Et ça se fait à l'école, mais ça se fait beaucoup dans les clubs. Il y a une autre question, Joël Quignou, qui vient. On parlait de la starisation des arbitres. Quand vous étiez arbitre, vous étiez une star. 3 Coupes du Monde. On connaissait Joël Quignou quand on était footballeur. Est-ce que les arbitres doivent être des stars, Joël, ou est-ce qu'ils doivent rester à leur place d'arbitre et dans l'ombre, du coup? Je vais vous dire franchement, pour moi, le meilleur arbitre, c'est celui qu'on ne voit pas. Ceux qui font le jeu, ce sont d'abord les acteurs. Nous, on est là pour favoriser ces acteurs. C'est tout. Merci, Joël. Voilà une réponse simple, précise. Christine Labrousse, vous avez ouvert cette table ronde. Vous allez la clôturer. Je vois que vous avez pris des notes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire après les interventions de nos différents amis? Déjà, je voulais vous remercier pour la richesse de cette heure d'échange, de débat. On voit bien effectivement qu'on va quand même tous dans le même sens. Je crois que c'est ça qui est important. C'est effectivement reconnaître ce rôle fondamental de l'arbitre, qui effectivement est porteur d'une éthique. Nous, on y est très sensible aussi, d'une valeur morale qui est extrêmement importante. Je préfère la notion d'éthique, en fait. Donc, avec un certain nombre de valeurs qui sont liées, l'effort, le respect de l'autre, donc tout ce qui concerne aussi la solidarité. Monsieur Son-Père m'a presque piqué ma conclusion, parce que je voulais dire qu'effectivement, beaucoup de choses se jouent à l'école, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent dans les clubs, en dehors de l'école, y compris dans la famille, d'ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas oublier. On est quand même, ces valeurs-là, elles doivent être partagées. C'est des vrais lieux de partage. Oui, l'école, parce que c'est fondamental, mais il n'y a pas que l'école. Évidemment, donc là, c'est ma valence. J'appuie complètement ce que dit Monsieur Son-Père. Il y a un rôle capital qui est joué par les clubs. Il y a un travail extraordinaire qui est mené dans les clubs. Alors, pour faire un petit peu de publicité, quand même, je dirais simplement, si vous avez le temps, allez voir le site internet du ministère des Sports. Nous avons une rubrique éthique et intégrité. Vous avez des outils qui sont mis à disposition du mouvement sportif, du grand public. Il y a 7 outils, dont un qui s'appelle le petit guide juridique, avec toute une partie sur l'arbitrage, les droits des arbitres. Moi, ce sont des outils qui sont très bien faits parce qu'ils s'adressent à la fois à des enfants, à des parents, à des dirigeants de clubs, à des entraîneurs. N'hésitez pas, c'est une boîte à outils pour vous, conçue avec vous, parce qu'elle a été conçue avec le mouvement sportif. Merci encore pour ce temps d'échange. Merci beaucoup. Et alors, avant de clôturer cette table ronde, c'est la toute dernière intervention, l'organisateur est l'Association française pour un sport sans violence et pour le fair play. Jean-Pierre Mougin, ce n'était pas prévu qu'on vous donne la parole. Cher Jean-Pierre, tu dois intervenir parce que finalement, c'est le cœur même de l'association que tu présides, là, l'arbitrage. Et le fair play. Écoutez, des échanges très riches durant cette 3e table ronde. Merci à Christine d'avoir apporté la voix du ministère et merci à toutes les parties prenantes. Des témoignages très riches, j'ai relevé beaucoup de choses que je souhaitais dire dans la conclusion, mais j'ai compris qu'il y avait quand même à agir sur le terrain réglementaire. Ça a commencé, mais il y a des choses encore à faire, on l'a vu tout à l'heure.
J'ai noté la charte du fair play qui a été évoquée tout à l'heure par Joël Quignou. J'ai noté aussi des expériences très positives du rugby avec l'intégration des arbitres dès le plus jeune âge dans le système fédéral pour qu'ils soient considérés comme des acteurs à part entière indispensables pour le bon déroulement des épreuves et des manifestations. J'ai noté aussi le mot fort d'André Leclerc, l'arbitre est le garant de la non-violence. L'arbitre incarne la justice et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on oublie quelquefois. Et puis j'ai été bien sûr très marqué par tout ce que nous ont dit les représentantes de l'UNSS et de l'USEP sur la formation des plus jeunes, l'action des jeunes officiels, etc. Donc, je crois qu'on a de la matière là pour avancer. Et donc, moi, ce que je voulais proposer en conclusion générale, mais je peux le dire maintenant, c'est qu'il faut qu'on apporte des réponses pour que tous les décideurs concernés puissent mettre des actions concrètes en œuvre. Et quand je parle des décideurs, c'est l'État, c'est le mouvement sportif dans son sens large, les fédérations, les sportifs et sans oublier les clubs, comme le dit Michel Samper. C'est aussi des associations telles que la FSVFP, l'AFCAM, l'UNAF, mais c'est aussi les médias. Et je crois qu'on va en parler tout à l'heure, puisqu'on a la table ronde sur l'aspect médiatique. Il ne faut pas oublier les médias qui jouent un rôle important également dans l'image et la qualité et la considération des arbitres. Voilà, donc merci à toutes et à tous ces acteurs de la troisième table ronde. Merci David, merci Christine. Merci beaucoup à tous les amis qui étaient connectés sur cette table ronde numéro 3.